Bonsoir Philippe, bienvenue sur ce live qui va être d'ailleurs le dernier avant un petit moment, puisque c'était la dernière semaine thématique. On a fini sur l'aviation, on est à Toulouse. Et on en refera une mi-juillet. On mettra toutes les informations sur les réseaux sociaux et sur le site web en collaboration avec nos amis de Planète Science, et ça sera sur le Soleil. Voilà, je l'annonce dès le début. On va faire quelque chose sur l'énergie solaire. Rapidement, au cas où certains n'auraient pas eu le quiz, je vous renvoie le lien dans le chat sur Blastream. Et si quelqu'un peut le faire également sur le lien sur le Facebook, ça serait parfait. Alors Philippe, bonsoir. Je vais te laisser te présenter en fait. Ce sera encore plus rapide. Ce sera beaucoup plus pratique que si c'est moi. D'accord. Bonsoir à tous. Philippe Lebris, je suis le président de l'association Morceau de ciel bleu, qui accompagne les jeunes dans des projets aéronautiques et dans cette découverte du monde de l'aéronautique. Et je suis aussi administrateur des ailes anciennes Toulouse, un très bel endroit où on restaure, récupère des avions de toute époque. Pour les remettre en état, pas pour voler, simplement pour les présenter au public tels qu'ils étaient. On a une très belle collection aujourd'hui de 110 avions que je vous encourage à venir voir. C'est vraiment très sympa. Voilà. Est-ce que certains sont quand même en état de voler ou pas du tout? Non, pas du tout. La plupart des avions, de toute façon, ce qui vaut le plus cher dans un avion, c'est le moteur. Donc la plupart du temps, les avions, on récupère les moteurs et on laisse la carcasse. Et même des fois, on cannibalise des parties sur les avions. Donc c'est vrai que certains arrivent dans un très sale état. Et ça nous fait voyager parce que ce qui est assez sympa, c'est qu'on va partout dans le monde pour récupérer des avions. Donc que ce soit dans le désert d'Arizona à Davis Mountain, où est-ce qu'on récupère des avions, que ce soit en Autriche ou dans d'autres pays exotiques. D'accord. On va commencer par la question traditionnelle, finalement. Si tu n'avais pas été dans l'aéronautique, qu'est-ce que tu aurais fait? Mais d'après ce que tu me disais tout à l'heure, en fait, tu n'es déjà pas du tout dans l'aéronautique. C'est ça qui est très drôle, c'est que tu me retournes la question à moi. Voilà, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la question, elle était un peu à l'inverse. C'est-à-dire que de par mon métier, toujours au niveau de la jeunesse, je travaille au niveau de la jeunesse, j'accompagne les jeunes dans leur projet de vie. Quelque part, j'ai marié mes deux passions au travers de l'association qui sont les avions et tout ce qu'on peut faire avec les avions. Comme je dis, j'ai commencé avec des maquettes petits et maintenant je les ai à l'échelle 1 pour les ailes anciennes, puisque je travaille sur des modèles à l'échelle 1. Et, euh, et pour ce qui est de l'accompagnement des jeunes dans les projets aéronautiques, c'est vrai que partager une passion et essayer de la faire vivre avec d'autres et donner du sens peut-être et du rêve à certains qui en manquent ou qui n'ont pas pensé aller vers ce côté-là, c'est aussi intéressant. Donc c'est vraiment, là, ce soir, tu es là en tant que passionné. Voilà, c'est Alors, passionné, spécialiste aussi, puisque d'une certaine question, puisque c'est après, si quelques-uns veulent aller plus loin pour aller vers des formations type BIA ou autres qui sont ouvertes à tous, BIA, peut-être je préciser à tout le monde ce que c'est. Alors, c'est le brevet d'initiation aéronautique. C'est le premier diplôme que l'on peut passer en aéronautique, qui permet pas grand-chose particulièrement, si ce n'est non, voilà, faut faire un clair. Ça permet simplement de justifier d'une connaissance aéronautique. Pour les jeunes, s'il y en a qui nous écoutent et qui veulent aller vers ces métiers-là, c'est quand même le passeport pour y rentrer, parce que c'est quand même la question que ce soit à l'ENAC ou ailleurs, puisque je suis aussi intervenant à l'ENAC. Donc, j'interviens aussi dans les écoles de pilotes sur des sujets. C'est quand même l'outil important pour y aller. Voilà. Après, dans une carrière, si on veut aller faire, que ce soit au lycée Airbus ou ailleurs, c'est pareil, ça permet de justifier d'une connaissance, d'un intérêt pour l'aéronautique. Ça se fait, en une année, voilà, en quelques mois, et ça se travaille au niveau plutôt personnel, parce que peu d'établissements, malheureusement, le proposent. Notre association le propose et des établissements, mais ils sont plus nombreux.
Donc, ce que je disais, c'est aller sur EduSchool, donc le site, puisque le manuel, puisqu'il n'existait pas jusqu'à il y a 2 ans, de manuel officiel, c'est moi qui l'ai écrit, donc c'est pas pour ça qu'il est bien, hein, je ne vais pas dire ça, mais ça vous permet de retrouver peut-être certains sujets qu'on va aborder. Voilà, il est téléchargeable gratuitement, donc ça c'est quand même une belle chose, et vous pouvez y retrouver des notions aéronautiques et plein d'informations qui peuvent vous intéresser à la suite de notre discussion. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, j'essaierai pendant le live de récupérer le lien et je le publierai sur le chat ici pendant le lien. Autre question rituelle, sinon je me fais taper toujours pareil par mes collègues. Est-ce que tu as fait le quiz? Et si oui, combien as-tu eu? Oui, je l'ai fait. Ah, J'ai eu un total de 9, pas d'accord. 10. D'ailleurs. Voilà, j'étais un peu On a déçu, réussi. c'est quand même dommage. Mais et oui, oui, c'est bon, c'est une question en plus qui paraissait simple comme ça, mais qui, quand on réfléchit un peu, malheureusement, on tombe pas tout à fait d'accord. Donc ça ouvrira peut-être le débat et la discussion par la suite. Oui, après, ça reste un point de détail. C'est pas sur les questions les plus importantes qu'il y aura du gros Non, débat. oui, tout à fait. Donc, comme d'habitude, on va reprendre quelques questions du quiz, celles qui ont eu le moins de bonnes réponses. Et on va essayer d'y répondre et de les approfondir un petit peu. Et la première question, et moi ça m'étonne, je pensais qu'elle aurait plus de bonnes réponses, celle-là c'est qui est-ce qui a inventé l'avion? Beaucoup de gens pensaient que c'était Léonard de Vinci, et en fait, pas vraiment. Il a eu des bonnes idées, mais il a eu que les idées. Voilà, c'est-à-dire que en fait, l'avion déjà, enfin, on va parler d'engin volant parce que le mot avion ne va pas arriver de suite, il arrivera bien après. Donc c'est vrai que c'est une succession. On peut dire que l'histoire est toujours comme ça, c'est des techniques, mais un peu de tout. C'est une succession de bonnes idées, de moins bonnes idées et de reprises d'idées de certains. Donc c'est vrai que Léonard, quelque part, de par ses dessins d'observation d'oiseaux, mais aussi ce qu'a fait les autres dont on va parler. C'est en observant les oiseaux et en voyant voler les oiseaux qu'ils se sont posé des questions. Ils se sont dit, mais comment on pourrait arriver à faire pareil? Donc, Léonard a quand même, si on regarde bien son engin, on est proche du planeur. On est quand même sur quelque chose qui ressemble à un planeur. Bon, avec des ailes un peu de chauve-souris aussi, parce que ça, c'est lui qui va nous mettre un petit peu dans le problème, c'est-à-dire que on va avoir des ailes, il n'y a rien de moins aérodynamique que des ailes de chauve-souris. Ça, c'est Autolidental que tu es en train de nous passer, qui lui arrivera plus tard et qui gardera quand même cette idée de l'aile de chauve-souris qui restera un petit peu longtemps jusqu'au Fairlight, qui Ah oui, restera un c'est petit peu celui-là, pardon. longtemps dans cette histoire. Donc voilà, Léonard de Vinci avec vraiment des ailes de chauve-souris. Bon, après, on voit très bien que ce qui manque clairement dans son engin, c'est le système de propulsion. Parce que battre des bras et battre des jambes pour faire bouger les ailes, ça ne va pas marcher longtemps quand même. Même si le gars est très costaud, ça ne va pas le faire très longtemps. Donc, après, si on remonte un peu le temps, il y en a un autre qui est assez. Et qui porte le même nom que moi, donc c'est vrai que c'est pour ça aussi que je le retiens, c'est Jean-Marie Lebris, le marin pêcheur breton qui lui, alors c'est une barque volante que tu vas retrouver normalement. Voilà, ben voilà. J'ai pas les noms dans l'interface, c'est toujours. Voilà. Donc Jean-Marie, lui, c'est pareil, c'est le marin pêcheur breton qui, en remontant sa barque avec son cheval et sa carriole, s'aperçoit que le vent la soulève. Et alors, par quel miracle il va se dire, si je lui mets des ailes, peut-être qu'en allant très vite avec le cheval sur la plage, il va s'envoler. C'est pas s'il avait abusé de sous-chêne ou d'un autre breuvage Certainement. alcoolisé, mais il va donc tenter l'aventure et quelque part on lui doit vraiment quelque chose de fondamental, c'est la substantation, c'est-à-dire l'idée qu'une aile est aspirée vers le haut à partir du moment où de l'air passe dessus et dessous. Et donc à partir de là, on peut imaginer voler. Voilà. Donc, et celui qui a vraiment fait le premier saut, c'est quand même, c'est la réponse à la question, c'est Clément Ader. Clément Ader, qui est un régional de l'État, puisqu'il est né ici à côté à Muret, donc c'est vraiment un gars du pays. Et lui, il va développer des machines, mais pareil, on retrouve encore les ailes de chauve-souris, parce qu'il a observé aussi des chauves-souris, qu'il a vu les travaux de Léonard de Vinci, ceux d'Otto Lilienthal et des autres. Donc on est vraiment sur, bon, voilà, on est sur, voilà, l'engin est là.
Donc on pouvait se douter que ça ne marcherait pas trop bien parce qu'une hélice, du bois, des toiles et une grosse chaudière, on ne pouvait pas aller bien bien loin. Donc il fait un saut de plus de 50 mètres. Mais ces fameux 50 mètres, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire puisqu'on démontre pour la première fois qu'un plus lourd que l'air peut voler. Puisqu'alors, jusqu'à cette époque-là, il y avait la lutte fratricide entre les ballons, donc les plus légers que l'air, et les avions qui allaient venir, les machines volantes, donc les plus lourds que l'air. On En doit plus, aussi à... Ouais. si je me souviens bien, il l'a fait plusieurs fois. C'était pas un accident, contrairement à moi ce que je croyais au début. Alors, Il a réussi à le faire plusieurs fois, pas de façon alors contrôlée, mais il a réussi à en faire fait, un avion plusieurs fois. voilà. Il a fait deux machines. Il a fait Éole que l'on voit là et il a fait derrière Avion 3. Éole, on le voit, c'est une seule hélice. Avion 3, ce sera deux hélices. Mais à chaque fois, malheureusement, ça sera des sauts de puce de 50 mètres, deux fois pour Éole. Et pour Avion 3, ben, il y a un vent de travers qui va le pousser et l'avion va être détruit avant même d'avoir réussi à décoller. L'aventure va s'arrêter là, surtout que ses sponsors de l'époque, c'était des militaires et qu'ils vont dire on va arrêter l'aventure parce que là, ça ne marche pas. Donc il arrêtera sur son dernier avion, qui sera pourtant exposé en Grand Palais à la première exposition du Salon de l'aéronautique, celui qui a lieu au Bourget maintenant tous les 2 ans. Et il sera montré en avion vedette comme étant l'avion du futur, etc., etc. Mais l'aventure va s'arrêter là. On lui doit quelque chose d'important. Je pense que c'est vraiment ce qui l'a amené à contribuer à l'aviation, c'est de baptiser cet engin du mot avion. Le nom avion, c'est lui. Bon, après, les historiens et autres vous diront, oui, c'est avis de oiseau, etc. Bien sûr, mais avion proprement dit, c'est lui qui va le trouver. Et avion, pour lui, c'est un acronyme et ça définit bien sa machine. C'est engin volant imitant un oiseau naturel. Donc voilà. Donc l'acronyme exact du mot avion, si vous n'êtes jamais posé la question, avion, ça veut dire ça. Donc, et à partir de là, comme la chose était nommée, ça ne devient plus un engin volant, mais dans le monde entier, on appellera ça un avion. Et ça restera pour toujours un avion. Donc on lui doit ça. Et si on veut aller un petit peu plus loin dans l'anecdote de Clément Ader, on dira que ben, sa fortune, il l'a bâtie pas avec des avions, il l'a bâtie en travaillant sur le développement du téléphone, qui était aussi une invention de l'époque qui commençait à poindre. Voilà. Et Alors, qui tu as servira deux autres. aussi. Oui, comment? Et qui servira aussi aux télécoms dans les avions plus tard. Tout est lié. Tout à fait. La communication, voilà. De toute façon, c'était ça, son truc. Il était très très fort en communication, Clément Ader. Dans les deux diapos que je t'ai mis, tu avais aussi, c'était pour montrer le côté aussi un peu anecdotique, c'est qu'un moteur peut servir à plusieurs choses. Donc, on le Ah oui, voit sur une moto. c'est celui-là. Donc voilà, donc vous retrouvez le moteur V2 que Clément Ader va développer après. Donc on est passé de la chaudière au moteur à explosion, hein, voilà, avec 2 cylindres. Ça devait être Et quand on même le retrouve. puissant, non? Ah oui, Ça c'était devait pas être- non plus là. On n'allait pas très très loin. Quand on était bien loin, on est plus proche de la Davidson pour faire de la balade que de la moto de course. Il faut quand même dire des choses. Donc Et voilà, donc et c'est il va le celui-là qui monter est sur un équipé. avion. Ça. Voilà, on retrouve le même moteur sur les premiers avions. Les premiers avions donc qui ressemblent beaucoup à la Demoiselle de Santos Dumont, donc qui est le premier avion français à avoir volé. Donc avec, on en mettait, alors c'était un V2 si on mettait un moteur avec 2 cylindres, et on en rajoutait un deuxième et on faisait un V4 à ce moment-là, et donc on avait un 4 cylindres. Donc, c'était un petit peu, à l'époque, on faisait un petit peu comme ça. Mais bon, beaucoup de choses vont venir être repris des véhicules roulants parce que ben, c'était ce qui marchait bien, quoi, pour pouvoir les adapter Oui, sur les c'était avions. bien utilisé, ça fonctionnait. Moi, ça me fait presque penser à un précurseur du LM un peu. Oui, c'est ça, on retrouve ça pourrait être, on aurait mis un modèle du LM des années 70 à côté, on était tout à fait sur le même type d'engin. Oui, c'est tout à fait ça. Et alors, le dernier dont on parlait, tu as passé l'image tout à l'heure, c'est Autolidental.
qui lui va quand même, voilà, qui lui va développer les ailes, parce que le gros problème, bon, on l'a dit, c'est le moteur, on y arrive, et on a vu que Clément Adair va réussir à en développer qui vont marcher. Les ailes, ben, il y a un gros travail d'aérodynamique sur les ailes qui va être fait, et la synthèse des deux, un moteur fiable à peu près, parce qu'on n'est pas quand même sur quelque chose de très très fiable, et des ailes adaptées, ça donnera l'avion des frères Wright, donc qui en 1903 fera et sera marqué comme étant, Celui-là. voilà, voilà, tout à fait, l'avion réalisant le premier vol de l'homme. Là, on est vraiment Ouais. sur un avion qui marche, Oui. avec déjà, on peut le remarquer, un plan canard. Alors, le plan canard, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais si jamais vous voyez un Rafale de l'armée de l'air, vous retrouverez le plan canard dessus. Ce sont les petits appendices que vous avez à l'avant qui permettent de stabiliser l'avion. En fait, c'est ni plus ni moins que la dérive, la queue de l'avion qui se trouve devant. Donc, ce que vous avez devant, en fait, c'est la queue. Alors, quel est Les deux l'intérêt de le petits, faire comme voilà. ça et pas comme d'habitude Et pas sur de les mettre avions? derrière. Si vous voyez, regardez bien derrière, vous avez les deux hélices. Ouais. Donc, quelque part, Ah il y oui, aurait une perturbation qui ferait qu'on ne pourrait pas stabiliser l'avion. Donc, pour pouvoir le stabiliser, eh ben, on va mettre le système devant. Voilà. d'accord. Donc là, eux, pour le coup, ils ont réussi à voler un petit peu et à contrôler ce qu'ils Alors, faisaient plus que Clément Ader. beaucoup, parce que là, on est quand Oui, je même, parle pour le tout premier, ouais. sur, voilà, le tout premier vol, donc qui va faire, ils vont faire quand même 250 mètres de distance, et très rapidement, ils arriveront à faire un vol circulaire. Ça sera vraiment une révolution en décollant et en se posant. Alors, ils décollaient un peu comme les porte-avions, c'est-à-dire qu'en fait, Ouais. on ne le voit pas sur l'image, c'est-à-dire qu'il y avait un rail de guidage avec un sabot qui descendait la colline et qui permettait de donner la vitesse et la force d'inertie à l'engin, le temps que le moteur prenne le relais et qu'il puisse planer d'abord et après avoir un peu de vitesse pour s'envoler. Voilà, Oui, donc, c'est comme aujourd'hui, c'est toujours au moment du décollage qu'on a besoin du plus de puissance. Une fois qu'on est en altitude de croisière, ça va tout seul. c'est Après, beaucoup plus ça, tranquille. voilà, c'est tout à fait. Déjà, ils avaient mis. Alors, la petite anecdote, c'est qu'ils ont réussi quand même ça parce qu'ils avaient une sœur qui était très douée en maths. C'était vraiment une chercheuse qui était très très forte en maths. Et tous les calculs d'aérodynamique, on retient les deux frères, mais on ne parle jamais de la sœur. Alors bah, peut-être qu'on va se dire que grâce au calcul de la sœur et à tout ce qu'elle a pu faire sur les développements aérodynamiques, ça a permis que les deux frères puissent s'envoler. Voilà. Encore une femme de l'ombre. Voilà, Encore. encore une. Alors, on va faire un petit bond maintenant dans les questions, un petit bond temporel, puisque l'autre question qui n'a pas été... on s'y attendait hein, pour celle-là. Même nous, on n'y a pas bien répondu au début. Hein. L'autre question qui n'a pas très bien marché, c'était quelle était la liaison sans escale la plus longue en distance au monde? Moi, jusqu'à présent, j'avais l'idée, j'avais vu que c'était le vol Londres-Perth en Australie. Et donc, au début, c'est ce que j'avais marqué comme réponse. Et en cherchant, on s'est rendu compte que c'était pas ça. Et tu avais mis d'ailleurs une Alors, liste des vols oui, des vols, là. j'ai mis une liste des vols qui permet de voir justement la plupart, bon, c'est pas très lisible, enfin, j'en vois un petit peu, mais ce qu'on voulait voir, c'est ce qu'on verra tout à l'heure avec les Jetstream, c'est qu'en fait, tous les vols qui sont les plus longs utilisent plusieurs éléments, dont les éléments naturels. Mais ça, Oui, on le ils vont verra pas en tout à ligne l'heure. droite. Voilà, on utilise quand même des artifices pour pouvoir y arriver. Alors, la réponse que vous avez donnée est la bonne réponse. Donc, pour un vol commercial, on va dire ça comme ça, Oui, c'est-à-dire avec des passagers, parce qu'il y a vol avec passagers et sans passagers. Donc, c'était ça la subtilité oui, de ouais. la question. Voilà. Donc oui, le vol, si on prend simplement le vol le plus long, sans escale, bien évidemment, bah, c'est un vol de Qantas c'est un New York-Sydney qui lui fait un petit peu plus, puisque là on est sur un vol quand même de 16 200 km. Parce que nous, on avait C'est trouvé en 2020 que c'était Tahiti-Paris. C'est un ouais, vol qui est c'était le tout neuf. Tahiti, voilà.
C'est le Tahiti-Paris qui a été fait par Bee, par Flybe, sur un Airbus A350. Donc là, celui dont je parle, c'est un Boeing 787. Bon, allez, on ne va pas faire de concurrence entre les uns et les autres. L'idée qu'avait Qantas, et ça c'est intéressant pour plus tard, si on aborde la question des problèmes liés au vol, c'était une étude donc avec 4 pilotes qui se sont relayés sur à la fois le temps de récupération d'un pilote et les effets de la mélatonine sur son corps. Voilà, donc l'hormone du sommeil, la mélatonine, bien évidemment. Voilà, et donc là. Comment? C'est l'hormone qui est produite pendant notre sommeil et qui nous permet de dormir et qu'on prend aussi éventuellement pour faire des longs voyages. Pour le jet lag, ça aide à être moins déphasé et à se décaler au niveau du sommeil. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils avaient fait ces essais sur ça. Donc, à titre d'exemple, ils l'ont fait en 19 heures et 16 minutes, sachant qu'un vol classique à New York-Sydney, c'est 22h20 de vol. Donc voilà. Oui. Ah oui, faut être armé quand même sur l'affaire. Il faut vraiment avoir envie d'y. Enfin, faut être motivé quand même. Faut aller voir. Pour voir les kangourous, ça fait quand même beaucoup. Ça fait long. Donc voilà, c'est quand même assez long. Voilà. Donc on disait que on le voit par rapport à cette carte et on va le voir par rapport aux éléments du jet stream qu'on a derrière. C'est montré qu'il y a, voilà. Donc en fait, pour réussir ces vols, et vous voyez que par rapport à ce qu'on a vu sur les vols qui sont les plus longs, les pilotes, depuis longtemps maintenant, savent que dans la tropopause, donc à 11 000 km, on a des autoroutes du ciel, on va dire ça comme ça, ce sont des vents à plus de 400 km qui soufflent. Et quand on se met dans ces couloirs, quelque part, on a le vent qui nous pousse dans le dos, donc on va beaucoup plus vite, on consomme moins de carburant et ça nous permet donc d'aller plus loin. Donc on voit qu'en mettant les deux cartes l'une à côté de l'autre, en fait, les records ont été faits sur des zones où on a ces fameux, voilà, jet stream. Le trajet bleu clair et le trajet vert qu'on suit exactement le jet stream qu'on voit en bleu sur cette photo-là. Voilà, tout à fait. Ce qui fait qu'on ne pourrait pas faire un Paris-New York aussi rapidement parce que, on le sait, que le vol, quand on revient de New York vers Paris, il est de 50 minutes de moins parce que on utilise ces couloirs-là et donc à ce moment-là, on gagne aussi en temps. Voilà, donc les pilotes utilisent vraiment ces éléments-là pour gagner du temps. Juste une petite anecdote. Moi, j'aime bien les petites anecdotes. Donc, c'est vraiment mon truc. C'est le vol le plus long avec escale, parce qu'il y en a aussi. Voilà. Donc, ça, c'est tout à fait. Parfois, c'est quand l'histoire rejoint, la grande histoire et la petite histoire se rejoignent. C'est un vol qui a eu lieu le 7 décembre 1941. Alors, s'il y en a qui sont férus d'histoire, le 7 décembre 1941, c'est la déclaration de guerre des Japonais avec Pearl Harbor, donc l'attaque de la base américaine. Et donc le vol était parti donc pour un tour du monde. Et puis en l'air, ils apprennent que les États-Unis sont en guerre avec le Japon. Donc comme ils vont vers Auckland, il faut traverser, car voilà, ils doivent passer dans des zones qui sont sous contrôle japonais où il y a des avions japonais qui volent. Donc ils vont devoir prendre des chemins de traverse pour y arriver. Et ils feront plus de 50 000 km pour rejoindre les États-Unis en 18 escales et en quelques semaines. Donc ça sera le tour du monde a été plus long que ce qu'ils avaient prévu au départ, mais ils sont arrivés sains et saufs aux États-Unis. Ouais. Au moins, s'ils sont dans le même avion, il n'y a pas de problème de correspondance, déjà, c'est pas mal. Voilà, donc déjà, c'était déjà un gros avantage par rapport à ça, évidemment. Voilà. Et justement, on disait pendant la préparation, finalement, prendre ces courants, c'est bien parce que ça fait gagner du temps, mais ça permet aussi d'économiser du carburant et d'être nettement plus efficace que si on ne les utilisait pas. Voilà, donc là on en arrive à la question épineuse qui était posée sur les rejets CO2 des avions, et c'est vrai que cette question est une question très prégnante encore aujourd'hui. C'est l'avion pollue, oui, bien sûr, l'avion pollue, on ne va pas dire le contraire. La voiture aussi, le bateau aussi, tout moyen de transport.
aujourd'hui, malheureusement, rejettent du CO2 et polluent. Et c'est là-dessus que travaillent la plupart des spécialistes et des ingénieurs. Il faut savoir qu'en 15 ans, un avion, les émissions d'un avion ont été réduites de plus de 25%. Donc, ce Ce qui qui est est quand énorme. même ce qui est énorme. Il n'y a pas tellement de moyens de transport qui arrivent à peu près à rivaliser, enfin, un transport égal de passagers, on va dire. Donc, oui, c'est-à-dire qu'on va utiliser pour aujourd'hui l'avion du futur, on en parlera tout à l'heure peut-être, quand il y avait une question sur Solar Impulse. L'avion du futur, c'est les avions qu'on a aujourd'hui en essayant de les moderniser. Alors, sur quoi on peut travailler pour gagner en consommation et donc en rejet de CO2, c'est pas très difficile. On va pouvoir gagner en utilisant, comme on l'a dit, la nature, donc avec ces fameux jet stream et d'autres éléments qu'on peut utiliser. On va utiliser aussi l'aérodynamique. Là, c'était la question sur les winglets, dont on parlera Avec un les petit peu ouais. après. Et après, on va essayer de travailler aussi sur le gain de poids. Ça, le gain de poids, aujourd'hui, un avion, il est en composite et en carbone et moins en métal comme il a été à une époque, parce que quelque part, plus c'est léger et moins ça consomme aussi, et ça donc permet d'aller beaucoup plus loin. Le travail sur les moteurs aussi, on a des moteurs aujourd'hui qui sont très performants avec des consommations qui ont été réduites de on arrive à faire des vols aujourd'hui avec une consommation passager qui est de 2 litres, 2 à 3 litres par passager. Donc, on 2 arrive à à des 3 litres pour le vol entier ou par kilomètre ou par centaine de kilomètres par kilomètre, par par centaine de kilomètre. kilomètres, Ah oui, par par centaine de centaine. kilomètres, D'accord. voilà, pour 100 kilomètres. Voilà. Oui, Donc, 2 c'est des litres par choses 100 qui sont. kilomètres, c'est pas énorme. Ça marche si l'avion est plein quand même. Oui, Le c'est-à-dire qu'il calcul faut fonctionne si ramener l'avion est ça, plein, oui. voilà, il faut ramener ça au nombre de passagers dans l'avion. C'est sûr qu'aujourd'hui, des avions qui voyagent presque à vide, c'est moins rentable qu'un avion qui est plein. De toute façon, le coût du billet, il est calculé par le coût passager en consommation carburant. De toute façon, on ramène toujours à ça. Oui. Malheureusement, comme je dis souvent, un, un passager dans un avion, c'est tant de consommation de carburant. Voilà, donc pour une compagnie aérienne, c'est comme ça que c'est calculé. Donc, tout ça nous amène à travailler sur toutes ces questions-là et à aussi utiliser les biocarburants. C'est-à-dire que les biocarburants, il y a des tests qui ont été faits sur la navette. Il y a une des navettes qui fait Toulouse-Paris qui utilise le biocarburant. Le biocarburant est vraiment aussi un moyen de consommer moins et d'utiliser moins de carburant sur ces avions-là. Donc, toutes ces choses-là, mis bout à bout, c'est comme tout à l'heure pour la partie historique, c'est tout ça mis bout à bout amène à faire que on arrive à avoir des avions qui aujourd'hui sont moins polluants, moins bruyants et où on arrive à avoir des coûts intéressants au niveau du billet d'avion parce que nous, passagers, c'est ce qui nous intéresse, c'est de Oui. voyager pour pas trop cher à l'arrivée. Et justement, tu parlais tout à l'heure d'alléger l'avion. Je me souviens d'avoir vu un reportage sur des nouveaux sièges qui pesaient quasiment 20% de moins que les précédents. Ce qui fait que mis bout à Oui, bout sur tous les sièges, c'était non peut-être pas 20% quand même. Mais ça faisait beaucoup gagner. Et est-ce qu'ils s'en servent vraiment pour alléger l'avion ou est-ce qu'ils s'en servent au contraire pour prendre plus de fret ou pour transporter oui, plus ou est-ce que c'est vraiment réduire la pollution de l'avion? oui, oui, ça permet de réduire la pollution de l'avion. On voit certains sièges aujourd'hui qui sont faits, c'est de la dentelle, c'est-à-dire que c'est du matériau composite qui a été travaillé, où on l'a extrudé un maximum. On a presque, c'est un squelette, c'est presque un squelette de siège qu'on a avec un habillage par-dessus. De toute façon, on le constate, enfin pour les plus anciens d'entre nous qui sont ce soir avec nous, dans le temps, on avait on dira des fauteuils club pour voyager. Aujourd'hui, on a des strapontins. Donc, Oui, c'est ce qui reste, c'est les fauteuils club utilisés en business voilà, mais ou en première, oui. pour le passager lambda, malheureusement, c'est vrai que c'est de plus en plus complexe de faire un vol sans avoir le dos cassé ou des choses comme ça, parce qu'on C'est a des vrai. sièges qui sont moins confortables. Donc voilà par rapport à ça. Alors, la question sur le winglet qui est intéressante aussi, parce que c'est vrai que tous ça part, voilà. Alors, ça paraît être un appendice comme ça, on se dit, tiens, ils ont mis un boomerang en bout d'aile, ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa.
Ça fait joli. Rien n'est fait pour faire joli, enfin bien que l'esthétique soit important aussi dans un avion, parce qu'un bel avion, c'est un avion qui vole bien, comme disait M. Dassault. Hein. À ce niveau-là, il n'avait pas tout à fait tort, puisqu'il en a fait des très beaux. Mais c'est une partie qui quand même permet de gagner, on va dire, 4% sur cette consommation et donc cette réduction de CO2. Donc ça joue aussi, donc vous imaginez par le nombre d'avions ce que ça peut représenter. Tout ça simplement en répartissant mieux l'évacuation de l'air en bout d'aile. Et ça crée moins de turbulences. Alors comme ça crée moins de turbulences, évidemment, c'est plus confortable pour les passagers, parce qu'une aile qui vibre dans certaines conditions, on a tous vécu dans certains vols un peu extrêmes, c'est pas terrible. Et voilà, on s'accroche à son voisin. Mais c'est aussi un moyen de réduire l'effet sonore de l'avion, parce que l'air, on le sait tous, hein, qui passe dans des éléments métalliques, ça vibre et ça fait du bruit. Donc c'est vrai que ça permet aussi de réduire, et là on pense plutôt à tous ceux qui habitent en périphérie des aéroports et qui se plaignent de plus en plus et qui ont bien raison des effets de nuisance sonore que peuvent procurer les avions dans certains cas. Donc voilà, donc ce travail est aussi fait sur cette question de réduire ces effets du son. Et tu me racontais tout à l'heure qu'il y avait que chez Airbus, on n'appelle pas ça des winglets. Ah oui, alors ça c'est aussi savoir, c'est-à-dire que Winglet c'est une marque déposée par Boeing, puisque Boeing a récupéré les essais qui avaient été faits dans les années 70 en soufflerie, puisqu'à l'époque, carburant ça coûtait un peu, mais c'était pas la priorité numéro un, donc on ne cherchait pas à gagner tout ça. Donc ils ont récupéré, dans les années 80, ils ont récupéré ces essais qui avaient été faits, donc ils ont déposé la marque. Donc, ce qui fait que si jamais Airbus veut mettre un winglet sur son avion, il devra payer des royalties à Boeing, ce qui n'est pas toujours bien facile pour une compagnie concurrente. Donc, ils vont développer un système à eux qu'ils appelleront Sharklet. Donc, oui, ça aussi, on peut voir, Oui, ça ça ressemble un ressemble peu à un à aileron de un requin, un requin. petit Voilà. peu, oui. Voilà, donc chez Airbus, ça s'appelle Sharklet et Winglet chez Boeing. Voilà, Mais c'est exactement la même chose. C'est à peu près la même pièce. On ne dira Oui. pas la même parce qu'il y a des tolérances, des choses différentes qui font que ça a la même fonction, on va dire. Voilà, on est sur la même fonction. L'avion peut voler sans, ce n'est pas le problème, mais il consommera beaucoup plus et il fera beaucoup plus de bruit, bien évidemment. D'accord. Et justement, tu parlais de l'avion du futur tout à l'heure. Il ressemblerait à quoi l'avion du futur? Est-ce que c'est juste une amélioration de ce qui existe, ou on va avoir peut-être des bons technologiques comme on a pu avoir dans d'autres secteurs de l'industrie Alors, l'avion du futur, tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il est défini, tout ce qui sort des bureaux d'études aujourd'hui, puisqu'on en voit des croquis, en fait, on revient un petit peu à quelque chose d'épuré. Ça sera plus un fuselage et des ailes étirées comme on peut trouver qui ressemble un peu à un oiseau, puisqu'on est parti, Léonard et les autres sont partis des oiseaux et on est resté sur ce modèle oiseau. Ça serait plutôt une grosse aile. C'est-à-dire qu'on aurait une aile delta, une énorme aile delta, un peu épaisse, un peu comme dans laquelle. Dans l'armée, un peu Oui, c'est ça, voilà. Mais en beaucoup plus gros, parce qu'on parle de. Là, actuellement, il y a des essais qui sont faits sur une aile qui pourrait transporter 300 passagers, à peu près 300 les ailes volantes. Passagers. Oui, on est sur une aile volante parce que c'est la meilleure pénétration dans l'air et on est sur quelque chose qui vraiment est optimum au niveau du vol. Donc, aujourd'hui, enfin, la plupart des esquisses que l'on peut regarder, si vous allez voir ce qui se fait chez les uns, chez les autres, on est sur ce type de réflexion au niveau de l'aérodynamique, donc de l'avion. On abandonne le fuselage et on passe sur une aile. Voilà, c'est intéressant parce que j'avais vu, c'était il y a un petit moment, des choses justement sur les ailes volantes, mais personne n'arrivait à en faire marcher correctement parce que c'était extrêmement compliqué à fabriquer et à faire voler au final, même si c'était extrêmement efficace. Alors oui, ça c'est le souci, c'est qu'aujourd'hui on n'est pas sur quelque chose. Alors il faut arriver à trouver justement des moyens et la technologie permettra ce genre de choses, je suppose, d'arriver à concilier justement
les difficultés propres et inhérentes au vol de ce type de forme avec le techno. On le voit bien, de toute façon, si on prend un Rafale ou un avion militaire de ce type-là, aujourd'hui, c'est des avions qui volent parce qu'ils sont bourrés d'électronique et que l'électronique permet de rectifier certains défauts inhérents à l'avion. Donc oui, on va arriver, mais il faut le temps de trouver ces solutions-là. C'est pas pour tout de suite. Alors en attendant, l'avion du futur, là pour l'instant, Airbus a abandonné le programme du fait de tout ce qui lui arrive, et qui est dommage. Bon, il reviendra. C'était je ne sais pas si vous avez suivi le programme IFAN, donc de l'avion électrique, qui était bipassager. Voilà. Donc ils sont passés sur une version X du IFAN. Alors ça, c'est l'avion de Donnelly, c'est un avion solaire, on en parlera aussi. Ah oui, voilà, il y en Donc, a qui... Alors, non, c'était pas celui-là? c'est celui-là, le IFAN, C'est celui-là. voilà. Donc le IFAN, qui était un programme de recherche pour avoir un avion totalement électrique. Donc il a fait, tout à l'heure on parlait de Blériot, il a fait la traversée de la Manche aussi, donc en avion totalement électrique. Et donc la version X du IFAN, c'est de faire un avion hybride, c'est-à-dire un avion transport de passagers avec donc un avion type ATR, hein, un peu dans ce un peu dans ce genre-là, donc avec un seul moteur électrique et trois moteurs hybrides, trois moteurs à biocarburant. Donc ça permettrait de Ah, gagner énormément. Voilà. Donc, donc on démarre doucement, timidement, on met un peu d'électrique tranquillement, et puis petit à petit, on mesure que la technologie avance, que les batteries aussi se réduisent, parce oui, que c'est le gros problème, les batteries aujourd'hui. voilà, c'est-à-dire que les Les essais qui ont voitures été aussi. faits, ouais, pareil, par Cessna. Cessna, ils ont un avion, le Caravan, j'ai pas mis de photo, hein. Le Caravan qui, lui, est un avion de tourisme qui peut transporter jusqu'à 8 passagers. Ben, avec les batteries, on arrive à transporter 4 passagers. Le reste, c'est les batteries qui prennent la place. Mais cet avion électrique existe aussi. Voilà. Alors le solaire, on vient de le voir tout à l'heure avec l'avion de Nonelli, puis on avait la réponse par rapport à un Solar Impulse. Donc oui, bien sûr, mais c'est beaucoup plus contraignant et complexe à mettre en œuvre aujourd'hui, parce que on a toujours le problème des batteries, le stockage de l'énergie. L'autre problème que l'on a, c'est la question de quand il n'y a pas de soleil et quand on vole un peu haut, on fait comment? Donc voilà, il y a toutes ces questions-là qui sont aussi. Donc l'avion du futur, ce sera un peu tout ce qu'on a vu depuis le début, à des niveaux différents, à des utilisations différentes, mais ça permettra, on n'aura jamais un avion totalement solaire, totalement électrique ou totalement biocarburant. On aura un petit peu de tout ça pour Oui, arriver ça à serait faire plus quelque de chose. l'hybride qu'un vrai changement. Voilà, le vrai changement, il n'arrivera pas tout de suite. Enfin, nous, personnellement, je ne serai plus là pour le voir, je pense. Mais, mais bon, c'est pas pour de suite. On va essayer. Ils vont travailler sur des réductions de bruit, d'émissions de CO2, mais ils n'arriveront pas à faire un avion qui soit totalement pas polluant. Ouais, c'est dommage. Mais c'est une question extrêmement Malheureusement, compliquée qui touche pas mal de secteurs. Quelqu'un qui dit, et oui. l'hydrogène, parce que c'est vrai qu'on parle des piles à Alors, combustible, des piles à l'hydrogène, alors mais ça l'hydrogène, reste le un sujet problème, très complexe. c'est d'autant plus complexe qu'un avion est assujetti au foudroiement. C'est-à-dire que s'il passe dans un orage, l'éclair passe à travers l'aile. Aujourd'hui, avec les réservoirs que l'on a, ça passe dans le carburant, il n'y a rien qui se passe. Imaginez un réservoir d'hydrogène foudroyé. Ça pourrait poser de très très graves problèmes. Enfin, je ne voudrais pas être dans l'avion personnellement, mais quand on sait comment c'est instable. Donc voilà, donc il y a aussi cette question-là du foudroiement de l'avion qui fait que l'hydrogène n'est pas une piste d'avenir pour l'instant, à moins qu'on trouve des solutions, mais je n'en vois pas. Voilà, un avion doit passer dans un... Ou alors on ne vole pas quand il y a des orages, mais on ne peut pas toujours les prévoir. Donc je ne sais pas. Mais l'hydrogène, je ne crois pas ça comme une piste d'avenir. Bah, on voit déjà que ça le fait un petit peu sur les voitures, sur certaines, en prototype, mais ça reste complexe et extrêmement dangereux.
comme, Voilà, comme solution. tout à fait. Et pour l'aviation, c'est malheureusement très, très, très dangereux. Enfin, je veux dire, pour toutes ces raisons-là qu'on a évoquées, parce qu'il y a l'électricité statique autour de l'avion, parce que tout ça. Voilà. Mais, bon, voilà, c'est compliqué. Oui, Voilà, c'est pas génial, quoi. Mais bon, ça pouvait être une piste, bien sûr. bah, il nous reste quelques minutes. Ça fait quasiment 45 minutes qu'on discute. Je sais pas s'il y a des choses qui, toi, te tiennent à cœur, sur lesquelles tu souhaiterais revenir un petit peu pour terminer ce live. Bah, je crois qu'il y a une question que tout le monde avait trouvée sur la question de l'aéropostale, donc, et surtout la question de ce génie qui a été Latécoère, donc avec son idée de comment, alors ça c'est toujours une question moi qui m'a fasciné, comment quelqu'un qui construit à Bagnères de Bigorre des parties de wagons de chemin de fer va déplacer son entreprise à Toulouse pour faire, au départ évidemment du chemin de fer du chemin de fer et des obus, puisque la guerre est là, et qui va très vite se lancer dans la fabrication d'avions. On voit un modèle, on voit le Samson 2A2, que Ça, j'encourage à. c'était en quelle époque à peu près celui-là? Est-ce que tu le sais? Ah oui, oui, c'est tout à fait. Ça, c'est le premier vol, c'est le Toulouse-Barcelone, donc on est Ouais, en 1918, décembre, 25 d'accord. décembre 1918. Donc c'est à Donc, peine 15 ans après ça. voilà, tout à fait. Je trouve ça génial. Je trouve ça Ah oui, mais fantastique. ben, disons que c'est comme toujours, malheureusement, on va dire ça comme ça, mais quand les hommes sont obligés de se défendre, puisque c'est une période de guerre, ben l'effort de guerre fait qu'on va beaucoup plus vite et qu'on trouve des moyens et des solutions qu'on n'aurait peut-être pas trouvées si on n'avait pas été pressé par le temps pour pouvoir se défendre. Donc, je vous disais que c'est un très bel avion, c'est le Samson 2A2. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que il y a un super musée qui s'appelle l'Envol des Pionniers, qui se trouve donc à Montauban, sur l'ancien site, ne serait-ce que pour ça, aller dans l'ancien site de là où tout a Oui, commencé. qui a ouvert fin Euh, 2018, il me semble. c'est ça. Et nous, aux aides anciennes, on a fabriqué, parce qu'un Samsung 2A2 comme ça, il n'en existe plus, sauf au Japon. Alors, d'ailleurs, on a trouvé les plans au Japon pour le fabriquer. Pourquoi au Japon? Parce que les Japonais l'ont eu sous licence, et les Japonais gardent tout. Donc, les Japonais avaient. Alors, l'ATCOR, dans ses archives, n'a plus de plan de cet avion, et les Japonais avaient des plans de l'avion. Donc, comme ils sont en système métrique comme nous, ça a permis de. Donc, on avait le moteur de l'avion, on avait les roues et on a construit l'avion autour. Donc, vous pouvez voir cet avion. Si jamais vous allez à ce musée, vous aurez une petite pensée pour nous et moi qui ai tiré sur les haubans. Donc, vous verrez cet avion qui est une réplique de ce premier avion mythique qui a permis le monsieur qu'on voit au milieu là en cuir avec un casque, c'est la TCOR donc, qui remet le premier courrier aux autorités de l'époque. Donc c'est vrai que ça a été un exploit extraordinaire qui après va être couvert par d'autres. Ça va être Rabat, ça va être descendre jusqu'à Saint-Louis du Sénégal et puis après aller en Amérique du Sud. Alors là, je voulais juste terminer, parce que le côté un peu sympa, par Syntex, puisqu'on ne peut pas parler de l'aéropostale sans parler de Saint-Exupéry. Donc tu dois avoir une photo de, Celle-là? non, là c'est un Brie 14 au décollage donc de l'équipe. Tu dois voir ça, normalement Attends. dans les archives. Oui, attends, je la cherche. Ah Alors oui, pourquoi c'était on parle, celle-là. ouais, pourquoi je vous parle de Syntex? Parce que ben il y a un endroit mythique sur cette route-là qui est voilà donc Syntex à Cap Juby. Aujourd'hui ça s'appelle Tarfaya au Maroc. Donc c'est un endroit où il a vécu 2 ans là au milieu du désert. C'était un endroit où les avions se posaient pour recharger le courrier et réparer un peu l'avion. Et, euh, et c'est vrai que bah, dans ces 2 ans qu'il a vécu là, il avait du temps en attendant les autres avions. Et donc, il dit, dans ses mémoires, il dit, j'ai eu le goût du désert. Et c'est vrai que là, avec les enfants, il leur racontait des histoires. Et puis, il apprivoisait des animaux qui étaient sauvages, qui étaient par là. Et donc, on a tous les ingrédients de ce qui sera par la suite sûrement ce que moi je considère comme son plus beau livre, qui est Le Petit Prince, qui lui donne une leçon de vie assez extraordinaire.
Et voilà, donc j'ai eu la chance de me poser à Tarfaya, puisque aujourd'hui encore, il y a des fous qui prennent des petits avions, voilà, et qui vont se poser là, ici, au milieu du désert, près de la mer. Donc, vous voyez, on arrive. La piste est reconstituée simplement pour poser ses avions une fois par an et pour remémorer cette aventure. Et vous avez le fort des Espagnols dans le fond, vous avez la plage, vous avez vraiment cet endroit. Et ce que vous voyez au premier plan, ce sont des plants de tamaris qui n'existaient plus à l'époque et qui en fait freinent l'avancée du désert. Et donc ils ont été replantés. Et aujourd'hui, on retrouve des tamaris tout le long de la piste qui est encore là. Donc voilà, c'est un beau. Là, je voulais finir par ça, dans ce qui me tenait à cœur. C'est aussi ça, c'est l'avion, ça relie les hommes et ça permet beaucoup de choses entre les différents peuples et entre les différentes civilisations. Oui, On c'est une rencontre belle tout aventure humaine au sens large. voilà, et vivre cette aventure, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire en traversant tous ces endroits magiques et mythiques où des gens célèbres, de par leurs écrits ou leurs exploits, sont venus. Alors, ce qui est marrant, c'est que le triptyque, les trois personnages principaux de cette aventure, que ce soit Mermoz, Saint-Exupéry ou Guillemère, sont tous les trois morts en mer, perdus. Ils ont tous les trois eu un accident en mer, à des époques différentes, à des moments différents, pour des raisons différentes, mais tous les trois sont morts. Et c'est assez drôle de se dire que bah, la destinée de ces trois hommes, qui a été extraordinaire, bah, elle s'est terminée dans l'eau sans qu'on sache réellement ce qui leur était arrivé pour tous les trois. Ouais. Tu sais, ils ont fini. C'était plus des oiseaux, c'était des poissons. Ouais, c'est un peu ça, oui, tout à fait. Bon, eh bien, merci beaucoup, Philippe. Merci d'avoir participé à ce live. Bah, de rien, je trouve c'était très sympa. Comme je disais au tout début, c'était notre dernière semaine thématique pour le moment. On va faire une pause, on a des activités qui reprennent. On va en faire une bonus, entre guillemets, avec nos amis de Planète Science mi-juillet. On n'a pas encore la date exacte, mais c'est en train d'être mis en place. Et ça sera sur l'énergie solaire, puisqu'on on va faire ça. Malheureusement, on n'a pas pu faire avec eux les défis solaires cette année à cause du confinement. Donc, on va essayer de faire un petit événement, une semaine thématique sur le même modèle que celle que nous avons fait depuis quelques mois avec eux sur le solaire. Merci à tout le monde. Encore une fois, merci Philippe. Et puis, ben, à bientôt et à une prochaine.